Une jeune fille court désespérément, essayant de rattraper sa grande sœur. La fillette trébuche, et son aînée revient vers elle en disant « Mon Dieu, tu es vraiment maladroite ». Notre héroïne, Carolina Sanchez, se réveille brusquement, haletante après ce cauchemar. La famille Sanchez est la seule maison ducale du royaume de Celestia, et son nom a marqué l'histoire du royaume à travers les siècles. À une époque, elle donna naissance au plus puissant chevalier du pays, à une autre, au premier ministre qui soutint la nation. Quelle que soit l'ère, la maison ducale Sanchez a toujours été le symbole de l'espoir du royaume. C'est dans cette illustre famille que naquirent 2 filles. Contrairement à sa brillante sœur, Flora, Carolina était tout à fait ordinaire et ne possédait aucun talent particulier, ce qui était considéré comme une honte pour le nom des Sanchez. Malgré tous les efforts et les sacrifices des chevaliers chargés de son entraînement, Carolina ne parvenait jamais à atteindre le niveau de Flora. En tant que seconde fille du duc, elle n'avait qu'un seul souhait, posséder au moins un talent dont elle pourrait être fière. La salle de réception était animée et remplie d'invités. Les convives ne pouvaient s'empêcher de remarquer à quel point Flora était magnifique ce jour-là. Carolina, elle, se tenait seule dans un coin, le regard sombre, une fois de plus envahie par un profond sentiment d'infériorité. Soudain, elle aperçut une jeune femme blonde blessée. Son compagnon expliquait qu'elle était tombée en dansant. La mère de la jeune femme s'inquiétait de la vilaine ecchymose qui marquait son visage. Un homme demanda immédiatement qu'on fasse venir un médecin. Mais Flora intervint avec calme. Elle déclara que ce ne serait pas nécessaire et demanda à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Puis, après avoir récité une simple prière, une douce lumière enveloppa la blessée et l'ecchymose disparut complètement. La mère et sa fille laissèrent éclater leur joie et leur soulagement. Tous les témoins, impressionnés par la magie sacrée de Flora, étaient désormais convaincus qu'elle remporterait sans difficulté les prochaines épreuves destinées à désigner la sainte. Le titre de sainte est une distinction propre au royaume de Celestia, accordée uniquement aux femmes possédant une magie sacrée d'une puissance exceptionnelle. Comme tout le monde, Carolina était convaincue que la prochaine sainte serait sans aucun doute Flora. Une jeune fille couvrit Flora de compliments tout en rabaissant Carolina. Avec son sourire habituel, Flora lui demanda toutefois de ne pas trop se moquer de sa petite sœur. Selon elle, Carolina était quelqu'un de très sensible. Les 2 jeunes filles se sentirent aussitôt coupables, mais Flora les rassura. Elle leur dit qu'il leur suffirait de présenter leurs excuses à Carolina. Les 2 inconnus s'inclinèrent alors et dirent « Nous sommes désolés pour notre impolitesse. Veuillez nous pardonner. » Flora s'excusa également, affirmant qu'elle souhaitait simplement que Carolina leur pardonne. Le visage empreint de tristesse, Carolina accepta leurs excuses. Flora afficha alors un sourire satisfait, heureuse que tout le monde se soit réconcilié. Mais, profitant de l'instant, elle se pencha discrètement vers Carolina et lui murmura à l'oreille « Entendre la vérité fait mal, n'est-ce pas ?» Elle poursuivit en lui soufflant que Carolina était la seule honte de la prestigieuse famille Sanchez, avant d'éclater de rire comme si de rien n'était et de la remercier d'accepter si docilement son rôle de figurante. Une fois de plus, cette scène ne fit qu'accroître la popularité de Flora auprès de tous. Sur le chemin du retour, à bord de la calèche, Flora reprit Carolina avec sévérité et lui demanda pourquoi elle affichait un visage aussi sombre. D'une voix timide, Carolina répondit « Rien de particulier ». Flora continua alors à la réprimander. Elle déclara que, si leur père n'avait pas été retenu par des affaires importantes, elle n'aurait jamais accepté de partager la même calèche qu'elle. Mais, comme il n'y en avait qu'une seule de disponible, elle n'avait eu d'autre choix que de laisser Carolina monter avec elle. Elle ajouta qu'une personne aussi honteuse qu'elle devrait déjà s'estimer heureuse d'avoir le privilège de voyager dans le même véhicule que la future sainte. Le silence s'installa. Agacée, Flora finit par lui lancer qu'elle devrait au moins dire quelque chose. Elle lui demanda ensuite si les personnes aussi indignes qu'elle ne connaissaient même pas les règles élémentaires de politesse envers leurs supérieurs. Puis elle poursuivit en affirmant que Carolina n'était même pas semblable au reste de leur famille. Ses cheveux n'avaient ni la couleur de ceux de Flora, ni celle de leur père. Pas même la magnifique chevelure noire de jais de leur mère. Les cheveux de Carolina étaient pâles gris, comme s'ils étaient recouverts de poussière. Pour accentuer cette comparaison, Flora souffla légèrement sur les cheveux de Carolina, comme si elle en chassait réellement la poussière. Flora était l'exemple parfait d'une personne incapable de faire preuve d'humanité. Elle désigna ensuite les yeux rouges écarlates de Carolina
en affirmant qu'ils ne ressemblaient ni aux yeux rose pâle de leur mère, ni aux yeux verts de leur père. Elle en venait presque à se demander si Carolina était réellement sa petite sœur. Certaines personnes prétendaient que Carolina était le portrait craché de la défunte duchesse, mais Flora était convaincue qu'il ne s'agissait que d'une remarque sarcastique. Après tout, comment une personne aussi honteuse qu'elle pourrait-elle ressembler à leur magnifique mère? Chaque parole de Flora transperçait le cœur de Carolina comme une lame. Au fond d'elle-même, elle la suppliait d'arrêter, de ne plus prononcer un seul mot. Elle lui demanda si elle lui avait fait du tort d'une quelconque manière et ajouta qu'elle était prête à s'excuser. Mais Flora referma brusquement son éventail avant de prononcer les mots que Carolina redoutait le plus. Carolina n'avait jamais eu la chance de rencontrer leur défunte mère, la duchesse Karen Sanchez, car celle-ci était morte de maladie peu après lui avoir donné naissance. Il ne faisait aucun doute que cet accouchement avait provoqué le déclin de sa santé. Si Carolina n'était jamais venue au monde, leur mère serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Flora poursuivit en décrivant leur mère comme une femme merveilleuse, douce et compatissante, presque comparable à une sainte. C'est précisément pour cette raison qu'elle ne pardonnerait jamais à Carolina de l'avoir privée de sa mère. Elle refusait catégoriquement d'accepter que Carolina puisse lui ressembler, ne serait-ce qu'un peu. Du plus profond de son être, elle rejetait totalement son existence. Après être descendue de la calèche, le majordome informa Carolina que son père l'attendait dans le salon de réception. Lorsqu'elle entra, elle s'inclina respectueusement devant Sa Majesté, le roi Nathan, qui se trouvait assis aux côtés de son père. Le roi lui fit toutefois signe de ne pas se formaliser. Il était venu pour une affaire privée. Après les salutations d'usage, Nathan lui demanda si elle avait actuellement un amoureux ou un quelconque prétendant. Son père lui demanda de laisser de côté les banalités et d'aller droit au but. Mais Nathan répondit que cette question n'avait rien d'une simple conversation sans importance. Il se leva alors et expliqua la véritable raison de sa venue. Le délai pour officialiser leur grande alliance approchait rapidement. Malheureusement, l'un de leurs nobles avait récemment insulté une duchesse de l'Empire de Malcosia. Or, cette duchesse n'était autre que la sœur cadette de l'empereur régnant. Il était donc évident que l'Empire n'allait pas laisser passer un tel affront. Dans des circonstances normales, Nathan aurait dû faire l'objet d'une quelconque sanction. Cependant, un émissaire de l'Empire était arrivé quelques jours plus tôt avec une proposition. Le royaume devait offrir une épouse au deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina savait parfaitement que ce deuxième prince n'était autre qu'Edward Ruby Martinez, le fondateur et commandant des chevaliers de Pierreborn, un homme doté d'un talent exceptionnel aussi bien à l'épée qu'en magie. Il s'était illustré au cours d'innombrables batailles et son ordre était devenu célèbre dans le monde entier. Pourtant, il n'avait jamais été acclamé comme un héros. La raison était simple, sa cruauté. Il n'hésitait pas à abattre quiconque se dressait sur son chemin, même des femmes et des enfants. Aux yeux du peuple, il était un homme sans la moindre compassion, dépourvu de sang et de larmes. On le surnommait le prince assoiffé de sang. Nathan était profondément préoccupé, car il devait bientôt choisir une épouse pour ce prince, et celle-ci devait être une noble de la plus haute lignée de leur royaume. Sa propre fille était déjà promise à un autre homme, tandis qu'il était impossible d'envoyer Flora, puisqu'elle était destinée à devenir la prochaine sainte. Carolina accepta alors son destin. Beaucoup de personnes pouvaient prendre sa place, mais personne ne pouvait remplacer Flora. Nathan lui adressa donc une dernière requête. Pour le bien du royaume, il lui demanda d'épouser le deuxième prince de l'Empire de Malcosia. Carolina accepta sans la moindre hésitation. Après le départ du roi, son père s'approcha d'elle et lui demanda si elle éprouvait le moindre doute à l'idée d'épouser le prince Édouard. Si tel était le cas, il ferait tout son possible pour convaincre le roi d'abandonner ce projet. Carolina répondit que le royaume risquait de sombrer si elle refusait. Mais son père l'interrompit aussitôt. Il le savait déjà. Pourtant, il refusait de rester les bras croisés en voyant sa propre fille être envoyée dans un autre pays comme une simple offrande sacrificielle. Après tout, elle était sa précieuse petite-fille. Carolina resta sans voix. Elle en vint presque à croire qu'elle n'avait jamais été aimée, qu'elle n'était qu'une honte indigne de recevoir la moindre affection. Son père secoua aussitôt la tête. « C'est absurde. Qui a bien pu te mettre une telle idée en tête ?» Puis il la serra tendrement dans ses bras. Carolina ne put retenir son émotion. Pourtant, elle avait accepté ce mariage sans la moindre réserve.
Si ce sacrifice pouvait servir le royaume de Célestia et être utile à leur famille, alors ce serait pour elle le plus grand des honneurs. Son père lui adressa un doux sourire. Selon lui, elle ressemblait énormément à sa mère. Surprise, Carolina releva les yeux tandis qu'il poursuivait. « Tu es exactement comme Karen, toujours aussi sévère envers toi-même, mais infiniment bienveillante envers les autres. Tu ne ménages jamais tes efforts. Tu es son portrait tout craché. » Carolina demanda à son père de lui parler encore de sa mère, et ils passèrent toute la nuit à évoquer ses souvenirs. Il lui raconta comment, à force de persévérance, Karen avait réussi à le battre une fois aux échecs. Il lui parla des délicieux encas qu'elle préparait en secret au beau milieu de la nuit, de son sérieux et de son incroyable sens du devoir. Et pourtant, de temps à autre, elle aimait lui jouer quelques mauvais tours et lui donner du fil à retordre. Elle adorait également partir cueillir des fleurs avec Flora. Et jusqu'au dernier instant de sa vie, elle n'avait jamais éprouvé la moindre rancune envers qui que ce soit. Comme s'il exhibait son trésor le plus précieux, il partageait chacun de ses souvenirs avec une infinie tendresse. À l'extérieur de la pièce, la servante Iris s'était arrêtée après avoir entendu leurs éclatants rires. Le sourire aux lèvres, elle alla ensuite raconter à Flora ce qu'elle avait entendu au sujet de Carolina. Quelques jours plus tard, Carolina accompagna son père sur la tombe de Karen. Son regard se posa sur le bouquet qu'il tenait dans ses mains. Les jacinthes bleues symbolisaient un amour éternel et immuable, tandis que les blanches représentaient un amour humble et sincère. Malgré les apparences, son père était étonnamment romantique. Ils s'agenouillèrent tous les deux devant la tombe. Il prit alors la parole. « Karen, cela fera bientôt 16 ans que tu as quitté ce monde. Et pourtant, je ne parviens toujours pas à m'habituer à vivre sans toi. Sans même m'en rendre compte, je me surprends encore à chercher les traces de ta présence. » Carolina le regarda avec étonnement avant de s'adresser à son tour à sa mère. « Cela fait longtemps, maman. Grâce à la force que tu m'as transmise en me donnant la vie, je vais très bien. Être en bonne santé est probablement ma seule qualité. Mais je vais bientôt me marier. Demain, je partirai pour l'Empire de Malcosia. Je pense que ce sera aujourd'hui ma dernière visite sur ta tombe. Alors, permets-moi de te poser une dernière question. Maman, es-tu heureuse de m'avoir donné naissance ?» Son père resta figé en entendant ces paroles, mais Carolina poursuivit. « Les nobles du royaume de Célestia me surnomment la honte de la famille Sanchez. Je ne possède ni intelligence exceptionnelle, ni le moindre talent. Et, pire encore, c'est à cause de moi que tu as perdu la vie, maman. » Les larmes aux yeux, elle demanda d'une voix tremblante. « As-tu déjà regretté de m'avoir mise au monde ? As-tu déjà souhaité ne jamais donner naissance à une fille aussi honteuse que moi ?» Son père l'interrompit aussitôt. « Cela suffit. » Carolina baissa la tête. « Je suis désolée. » Malgré tout, elle n'éprouvait aucun regret. Une douce brise se leva alors. En regardant la tombe de sa mère, Carolina lui promit qu'à partir de ce jour, elle ne fuirait plus jamais le destin qui l'attendait. Alors qu'elle préparait ses affaires ce soir-là, Flora fit irruption dans sa chambre en annonçant qu'elle avait appris la nouvelle. Carolina ignora les moqueries de sa sœur, qui affirmait qu'elle allait être offerte en mariage comme un simple sacrifice. Flora ajouta avec mépris que, peu importe où elle irait, personne, pas même ce prince assoiffé de sang, ne pourrait jamais aimer une fille aussi honteuse qu'elle. Étrangement, ces paroles apportèrent un certain soulagement à Carolina. Au moins, elle n'aurait plus jamais à revoir Flora. Le jour du départ arriva. Les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres, Carolina monta dans la voiture qui devait l'emmener et remercia son père pour tout ce qu'il avait fait pour elle, tandis que, depuis une fenêtre de l'étage, Flora les observait avec un regard sombre. Le duc serra tendrement sa fille dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. » Sa voix se brisa, et les larmes commencèrent elles aussi à couler sur son visage. « Tu n'as pas besoin d'être exceptionnelle. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure. Je veux seulement que tu vives une vie heureuse et en bonne santé. C'est tout ce que je souhaite. » Tout au long de la nuit, Carolina regarda une dernière fois son père s'éloigner peu à peu au loin. Finalement, les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon. Le cocher l'informa alors qu'ils arriveraient bientôt à destination. Cet endroit était le point de rendez-vous où l'attendaient les chevaliers de Peerborn. Comme son voyage devait rester secret, le plan consistait à rejoindre l'ordre de chevalerie à son retour d'expédition, puis à entrer ensemble dans l'Empire.
Ainsi, personne ne trouverait leur présence suspecte. Étant donné que les chevaliers revenaient tout juste d'une campagne, une imposante armée les accompagnait. À partir de cet instant, Carolina poursuivrait son voyage vers l'Empire complètement seule, sans servante ni garde du corps pour l'accompagner. La perspective était intimidante. Prenant néanmoins son courage à deux mains, elle s'avança devant les chevaliers de Pirborn. C'est alors qu'un homme s'avança à son tour. Le commandant de l'ordre, le redouté prince assoiffé de sang Edward Ruby Martinez. Se tenant d'une manière imposante devant Carolina, Edward lui dit qu'elle n'était pas arrivée après l'heure convenue et qu'elle n'avait donc aucune raison de leur présenter ses excuses. Puisqu'ils allaient passer beaucoup de temps ensemble, il lui demanda de bien vouloir lui accorder sa compagnie tout en lui tendant la main. Carolina pensa que cette poignée de main n'avait probablement aucune signification particulière. Elle avait néanmoins l'impression qu'il la traitait comme son égale. Mais dès qu'il lui serra la main, elle poussa un petit cri de douleur. Sa poignée de main était particulièrement ferme. Edward s'excusa, expliquant qu'il ne connaissait pas sa propre force. Il lui annonça ensuite qu'elle voyagerait dans la même voiture que lui, et Carolina le remercia pour cette attention. Théodore Garcia les interrompit alors, leur demandant combien de temps il comptait encore se serrer la main. Il se présenta comme l'assistant d'Edward. Carolina avait déjà entendu parler de lui. Garcia était le deuxième fils d'un vicomte, ainsi que le vice-commandant de l'ordre des chevaliers. Il était réputé pour son intelligence exceptionnelle et son génie dans le domaine de la magie. Malgré son sourire aimable, Carolina avait l'impression qu'il était en train de la juger. Le trajet était beaucoup plus mouvementé, et Carolina commença à souffrir du mal des transports. Remarquant son état, Edward ouvrit les fenêtres afin que l'air frais puisse l'aider à se sentir mieux. Ils venaient à peine de se rencontrer et ne se connaissaient pas encore depuis très longtemps. Pourtant, l'impression qu'elle avait de lui ne correspondait absolument pas à celle du prince sanguinaire dont tout le monde parlait. Il ressemblait davantage à un véritable gentleman. Carolina le remercia et s'excusa pour le dérangement. Cependant, Edward lui répondit que c'était plutôt à lui de s'excuser de ne pas avoir pu lui fournir une voiture digne de ce nom. Une fois que Carolina se sentit mieux, Garcia commença à leur expliquer les projets à venir. Tout d'abord, concernant leur fiançailles et l'annonce de leur mariage, il prévoyait de faire une grande annonce lors des festivités de la fête du fondateur, qui aurait lieu dans 2 semaines. De plus, le mariage aurait lieu 2 semaines après cet événement, soit dans environ 1 mois. En entendant cela, Carolina fut quelque peu bouleversée. Elle se demanda si une personne comme elle pourrait réellement réussir à tout accomplir en si peu de temps. Cependant, elle avait déjà décidé qu'elle ne fuirait plus. Il ne serait pas trop tard pour se lamenter sur son sort après avoir au moins essayé sincèrement. Elle promit donc de faire absolument tout son possible. Ils installèrent leur campement pour la nuit, et l'un des chevaliers vint présenter ses excuses à Carolina. Il imaginait qu'il ne devait pas être agréable pour une noble de devoir camper ainsi en pleine nature. Il avait suggéré à Edward et à Garcia qu'elle puisse au moins passer la nuit dans une auberge en ville, mais Garcia avait rejeté cette proposition, affirmant que cela comportait trop de risques. Carolina apprécia son attention et lui demanda son nom. Le chevalier se présenta sous le nom de Colette et se sentit profondément honoré qu'elle ait pris la peine de le lui demander. Soudain, les chevaliers furent appelés à se rassembler après que plusieurs bandits eurent été repérés près de la clairière située au sud. Alors que tout le monde prenait position, Colette demanda à Carolina de rester à l'intérieur de la voiture avant de dégainer son épée et de se précipiter au combat. Les bandits firent pleuvoir une véritable pluie de flèches sur eux. L'une d'elles parvint à briser la vitre de la voiture, et la peur envahit Carolina. Elle se demanda si elle allait mourir ici, sans avoir accompli son devoir, ni jamais pu rendre à son père tout ce qu'il avait fait pour elle. Alors que les flammes engloutissaient la voiture des 2 côtés, elle crut que sa fin était arrivée. Carolina espéra que son père lui pardonnerait d'avoir été une fille aussi insolente. Soudain, Edward ouvrit violemment la portière. Il refusait de la laisser se résigner ainsi à la mort. Après tout, elle était sa future épouse. Il la porta hors de la voiture et lui expliqua que la magie de feu qu'il avait utilisée pour la protéger avait été plus puissante qu'il ne l'avait prévu, provoquant ainsi la propagation des flammes jusqu'à la voiture. Peu après, l'un des chevaliers vint l'informer que Colette avait été grièvement blessée. Sous la tente, Ron faisait tout son possible pour le sauver. Il utilisait des techniques d'hémostase ainsi que de la magie de guérison, mais le saignement refusait de s'arrêter.
Edward lui demanda de continuer pendant qu'il irait chercher de l'aide. Il demanda également à Carolina de rester sur place, car cette tente était la seule protégée par une barrière. Cependant, même s'il ne voulait pas qu'elle assiste à une scène aussi terrible, estimant qu'elle était encore bien trop jeune, Carolina lui répondit qu'elle souhaitait faire face à la blessure de Colette et rester à ses côtés jusqu'au bout. Elle refusait de détourner le regard. Edward accepta finalement sa décision avant de quitter la tente. Carolina se mit alors à prier de toutes ses forces, implorant quiconque pouvait l'entendre de sauver la vie de Colette. Soudain, une éclatante lumière verte envahit toute la tente, stupéfiant même le médecin. Il semblerait que les prières de Carolina aient atteint quelqu'un. Même la magie de Ron n'aurait normalement pas dû être capable de guérir une blessure aussi grave. C'est ainsi que nous découvrons que Carolina est en réalité la sainte du royaume, et qu'elle était depuis le début bien supérieure à sa sœur. Lorsque Edward revint, Colette s'était complètement rétablie. Ron lui-même ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais il expliqua qu'au moment où Carolina avait commencé à prier, les blessures de Colette s'étaient soudainement mises à guérir. Carolina affirma pourtant qu'elle n'y était pour rien, puisqu'elle ne possédait aucun pouvoir magique. C'était du moins le diagnostic qu'elle avait reçu lorsqu'elle avait passé un test d'aptitude magique durant son enfance. Plus tard, Edward la remercia d'être restée auprès de Colette sans détourner le regard. Au départ, il l'avait prise pour une fragile fille de duc, élevée dans le luxe, persuadé qu'elle n'aurait pas la force d'assister aux derniers instants d'un homme. Il s'excusa donc de l'avoir mal jugée. Personne n'avait jamais dit quelque chose de pareil à Carolina. Cela ne fit que renforcer sa conviction qu'Edward était un homme incroyablement gentil. En réalité, c'était elle qui l'avait mal jugé. Carolina accepta ses excuses et lui demanda de relever la tête. Un prince ne devait pas s'incliner aussi facilement. De retour sous la tente, Edward informa Garcia qu'il avait envoyé Carolina dans une autre tente. Il ajouta que les bandits restants avaient été remis aux gardes-frontières en route vers la capitale impériale. Il ne devrait donc plus y avoir de risque d'une nouvelle attaque. Quant à Colette, son état était stable, mais sa tension artérielle restait extrêmement basse, probablement à cause de l'importante quantité de sang qu'il avait perdu. Garcia et Edward convinrent donc qu'ils devaient voyager dans la voiture. Cependant, Théo trouvait un peu étrange que Carolina et Colette voyagent ensemble dans la même voiture. Malheureusement, aucune grande voiture n'était disponible. Edward avait brûlé celle destinée aux nobles. Il expliqua toutefois qu'à cet instant, il avait ressenti une soudaine montée de puissance qu'il n'avait pas réussi à contrôler correctement. Garcia affirma avoir ressenti exactement la même chose. Les pouvoirs de plusieurs autres chevaliers étaient également devenus incontrôlables sous l'effet de cette mystérieuse influence. Il fallait aussi enquêter sur le pouvoir qui avait guéri Colette, car celui-ci semblait être de nature similaire. Concernant le problème du transport, Edward décida finalement que Carolina monterait à cheval avec lui. Le lendemain, leur voyage reprit. Edward proposa de ralentir si le trajet était trop difficile pour Carolina, mais celle-ci se sentait parfaitement bien dans ses bras. À cet instant, ils atteignirent la frontière de l'Empire de Malquois. Peu après, ils franchirent la frontière et arrivèrent dans la capitale impériale de Malquois. À ce moment-là, Colette s'était déjà remise sur pied, et Carolina et Edward quittèrent leurs chevaux pour remonter dans la calèche. Leur voyage, qui leur avait semblé à la fois si long et si court, allait bientôt prendre fin. Edward lui proposa de refaire un autre voyage ensemble un jour, si cela ne la dérangeait pas, car il avait beaucoup apprécié celui-ci. Carolina lui répondit avec enthousiasme qu'elle aimerait beaucoup repartir en voyage avec lui et découvrir de nouveaux paysages à ses côtés. Peu après, Edward et Carolina se retrouvèrent devant Sa Majesté impériale, Éric Ruby Martinez. Il est connu comme le plus puissant épéiste mage qui soit, un redoutable guerrier ayant repoussé d'innombrables ennemis grâce à sa maîtrise de la foudre, une forme avancée de magie du feu. Il est surnommé l'Empereur de la Foudre, un titre inspiré à la fois de sa magie emblématique et de son rang. À ses côtés se trouve l'actuelle impératrice, Vanessa Ruby Martinez. Elle est l'une des rares personnes capables de maîtriser la magie de glace, un talent exceptionnel même à l'échelle mondiale. Elle est connue sous le surnom de sorcière de givre. Autrefois, l'impératrice Vanessa repoussa un puissant monstre afin de sauver son peuple. C'est grâce à cet exploit qu'elle gagna le cœur de ses sujets. Debout devant eux, Carolina avait mal au ventre tant elle était nerveuse. Voyant son inquiétude,
Édouard la rassura en lui disant que tout se passerait bien. Ils saluèrent tous les deux avec respect. L'empereur Éric félicita son fils et accueillit également Carolina à bras ouverts. Il l'invita ensuite à déjeuner avec eux, souhaitant faire davantage connaissance avec la future épouse de son fils. À l'extérieur, ils prirent place autour d'une table. Tous les regards étaient tournés vers Carolina. Pendant le trajet, anticipant qu'une telle situation pourrait se produire, elle avait demandé à Théodore de lui enseigner les bonnes manières à table. Elle craignait qu'on ne la renvoie dans son pays si elle commettait la moindre erreur. Remarquant que Carolina ne mangeait que des légumes, Vanessa lui demanda si les autres plats n'étaient pas à son goût. Carolina n'avait pourtant pas de préférence particulière, ni d'aliments qu'elle détestait. Elle avait simplement un peu trop mangé au petit déjeuner. L'impératrice lui demanda alors de ne pas hésiter à parler si quelque chose lui déplaisait ou si elle préférait prendre son repas à l'intérieur. Et si le problème venait d'eux, ils feraient tout leur possible pour y remédier. Éric l'encouragea lui aussi à exprimer librement ce qu'elle ressentait. Après tout, à partir de maintenant, elle allait faire partie de leur famille. Carolina n'arrivait pas à croire qu'ils la considéraient déjà comme un membre de leur famille. Elle se trouvait vraiment stupide d'avoir eu si peur devant des personnes aussi bienveillantes. Elle avoua donc qu'elle se sentait nerveuse parce qu'ils ne cessaient de la regarder, puis s'excusa de les avoir inquiétés. Mais l'empereur ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de la regarder, car Carolina allait devenir sa précieuse fille. Il voulait pouvoir bien l'observer. Après tout, il n'avait toujours eu que des garçons. Même l'impératrice ne pouvait cacher sa joie à l'idée d'avoir enfin une fille. Elle trouvait les yeux de Carolina magnifiques, tout comme les cheveux d'Éric et d'Édouard. Dans leur pays, le rubis revêt une signification toute particulière. Le premier empereur avait donné ce nom au lion royal, afin que la famille impériale puisse, elle aussi, recevoir la bénédiction du rubis. Vanessa estima qu'il s'agissait du destin et proposa que l'alliance de mariage soit également ornée d'un rubis. Submergée par l'émotion devant tant de paroles bienveillantes, Carolina eut les larmes aux yeux. Après avoir été conduite dans sa chambre, Carolina fut présentée à sa servante, Marissa, ainsi qu'à son garde du corps, Owen. Owen était membre de l'ordre des chevaliers de Pyreborn et également le deuxième fils d'un baron. Garcia lui annonça ensuite que ses leçons commenceraient dès le lendemain. En voyant la lueur dans ses yeux, Carolina eut le sentiment que quelque chose d'effrayant l'attendait. La personne chargée d'enseigner à Carolina l'étiquette et les bonnes manières n'était autre que l'impératrice Vanessa. C'était la première fois qu'elle enseignait à quelqu'un, mais elle comptait faire de son mieux. Peu après, elle décida que la leçon était terminée pour la journée, au grand soulagement de Carolina. Vanessa estima qu'elle avançait peut-être trop vite. Elle s'était laissée emporter parce que Carolina apprenait extrêmement rapidement. Carolina avait une très bonne mémoire, mais ce qui était véritablement admirable chez elle, c'était son immense désir d'apprendre. Vanessa ne doutait absolument pas qu'elle était une élève brillante. Le lendemain, Carolina était prête à poursuivre les leçons de Garcia. Il lui annonça qu'Edward participerait lui aussi au cours du jour, et, à sa grande surprise, il était déjà assis dans la salle de classe. La leçon du jour portait sur la magie. Garcia demanda à Carolina quand elle avait passé son dernier test d'aptitude magique. Elle répondit qu'elle ne l'avait passé qu'une seule fois, lorsqu'elle était enfant. Le fait de posséder ou non un pouvoir magique, ainsi que l'affinité avec certains attributs magiques, était inné. On disait que tout cela était déterminé dès la naissance. Cependant, Garcia affirma qu'il s'agissait d'une grande idée reçue. En effet, les pouvoirs magiques durant l'enfance sont extrêmement instables et sujets à de nombreuses fluctuations. C'est pourquoi, dans l'empire de Malcosia, tout le monde est obligé de passer un test d'aptitude magique à l'âge de 5 ans, puis une nouvelle fois à 16 ans. Garcia conseilla à Carolina d'envisager de passer un nouvel examen une fois que les choses se seraient calmées après la fête du jour du fondateur et le mariage. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour elle. Cela dit, même parmi les utilisateurs de magie, certains étaient incapables de contrôler correctement leur pouvoir et provoquaient des accidents, comme mettre involontairement le feu à une calèche. Garcia faisait clairement allusion à Edward. Quoi qu'il en soit, Garcia devait découvrir l'origine de cette force mystérieuse. Un autre phénomène étrange avait également attiré son attention. Il n'avait rencontré aucun monstre sur le chemin du retour après leur expédition. Carolina demanda s'il rencontrait souvent des monstres. Elle quittait rarement la capitale royale ou le territoire du duc,
si bien qu'elle n'avait encore jamais vu de monstre sauvage. Edward et Garcia n'en crurent pas leurs oreilles. Apparemment, il n'y avait même aucun monstre dans les environs de la capitale royale ou sur le territoire du duc, bien que certains monstres destinés à devenir des animaux de compagnie soient parfois vendus aux enchères. Carolina avait toutefois entendu parler d'incidents impliquant des monstres avant sa naissance. Mais de nos jours, de tels incidents étaient devenus pratiquement inexistants. Garcia pensait qu'il s'agissait d'une bénédiction accordée par le pouvoir de la sainte. Alors que Carolina quittait la salle après le cours, Owen fit remarquer qu'il était rare de voir Edward, qui détestait étudier, assister volontairement à une leçon. Selon les rumeurs, lorsqu'il était enfant, Edward s'échappait constamment de ses cours pour aller s'entraîner à l'épée. Owen supposa alors que le commandant avait dû tricher lors de l'examen obligatoire. C'est à ce moment-là que Colette apparut derrière lui, et Carolina fut ravie de le revoir. Colette avertit alors Owen que, s'il ne faisait pas attention, il pourrait facilement être accusé de crime de lèse-majesté. Les deux hommes commencèrent aussitôt à se disputer. À cet instant, Owen sentit qu'un assassin s'apprêtait à tirer sur Carolina et lui cria de se baisser. Heureusement, son bouclier magique bloqua le projectile juste à temps. Lorsque Carolina rouvrit les yeux, elle était complètement terrifiée. Il continue de se battre, mais il encaisse également de nombreux coups, et sa régénération naturelle ne parvient plus à suivre ce rythme de combat insensé. Il est déterminé à tout donner afin que Salmeria ne tombe pas, mais il finit par être saisi par les créatures, à deux doigts de se faire tuer. Au tout dernier instant, Rex intervient en déclenchant un éclair sacré, suivi d'une vague tranchante de fer, sauvant ainsi le villageois d'un coup fatal. Koji leur demande ce qu'ils font ici, mais ils lui répondent clairement qu'ils ont encore beaucoup de questions à lui poser. Meno apparaît alors et élimine plusieurs monstres volants grâce à sa magie. Pendant que Takako terrasse de nombreux autres ennemis par sa force brute et ses techniques de combat rapprochées, Koji s'agace davantage et leur demande ce qu'ils fabriquent ici. Builder n'apprécie pas cet accueil peu chaleureux, puisqu'il est pourtant évident qu'ils sont venus pour le sauver. Tina remarque que son patient est complètement épuisé et lance un sort de guérison afin de lui rendre ses forces. Malgré tout ce qu'ils font pour lui, Koji reste inquiet et refuse que quiconque perde la vie. Mais Kirul lui assure que personne ne mourra au cours de cette bataille. La détermination de la princesse convainc finalement Koji, qui retrouve confiance en ses compagnons. Malgré cela, il leur demande simplement de toujours accorder de la valeur à leur propre vie lorsqu'ils combattent. Sur ces mots, il se jette de nouveau dans la mêlée comme un véritable forcené. À cause de cette témérité, il est frappé de plein fouet par un rocher de 30 tonnes. Son crâne est couvert de sang et Tina se précipite aussitôt pour le soigner, lui reprochant son discours sur l'importance de préserver sa vie. Koji lui répond qu'il voulait simplement tester quelque chose et que cette attitude prouve désormais qu'il fait confiance à ses nouveaux compagnons. Malgré cela, Tinabelle lui demande de faire plus attention, car s'il ne reste plus personne sur la ligne de front, tout le poids de la bataille retombera sur elle à l'arrière. En réalité, Kagami Koji n'a jamais eu l'habitude de combattre au sein d'un grand groupe de compagnons, puisqu'il s'est toujours battu uniquement aux côtés de Takako Builder. Cependant, c'est précisément grâce à cette expérience qu'il comprend enfin qu'à partir de maintenant, il n'est plus seul. Il pensait qu'elle devait être nerveuse à l'approche des épreuves de la Sainte, et peut-être qu'elle se sentait seule depuis le départ de Carolina. Il pensait qu'elles étaient toutes les deux très proches, et après avoir hésité un instant, elle finit par lui dire « En effet, si seulement Carolina était ici en un moment pareil. » Jouer cette comédie la mettait hors d'elle. Si ce n'était pas pour les apparences, elle n'aurait pas passé une seule seconde avec cette garce. Iris lui rappela qu'elle devait se concentrer sur les épreuves. Flora savait qu'elle devait rapidement découvrir la cause de tous ces problèmes. Poursuivant sa lettre, Raymond expliqua à Carolina que tout allait bien et que tout le monde se portait bien. Il l'informa également qu'il accompagnerait le roi à la fête du jour du fondateur et qu'il la reverrait à cette occasion. Ainsi, les jours passèrent jusqu'à ce que la fête du jour du fondateur arrive enfin. Carolina fut impressionnée par le travail de maquillage réalisé par sa servante. Edward la trouvait resplendissante et complimenta sa beauté. Leur façon timide de se séduire mutuellement était un peu excessive au goût de Tao, qui leur dit qu'il ferait mieux de se mettre en route. Le nouveau couple princier fut présenté au public avant de traverser ensemble la foule sous les exclamations admiratives des spectateurs. Et, bien sûr, sous les regards jaloux des femmes envieuses. Derrière eux se trouvait le frère aîné d'Edward, son Altesse impériale, le prince Gilbert Ruby Martinez. Cette fois, la foule fut encore plus émerveillée par sa beauté.
Edward demanda à Carolina si elle préférait quelqu'un comme son frère aîné. La plupart des jeunes femmes semblaient préférer Gilbert à Edward. Lui-même se considérait comme trop froid et peu sociable. Carolina lui répondit qu'elle trouvait sa gentillesse et sa fiabilité bien plus séduisantes. Edward la considéra alors comme une personne vraiment étrange. Enfin, l'empereur et l'impératrice firent leur entrée, et toute l'assemblée se tut, à l'exception du chant solennel glorifiant le grand empire de Malko. La voix imposante de l'empereur domina la salle, tandis qu'il remercia tous les invités d'être venus assister à la cérémonie. Il déclara avec joie les fiançailles officielles d'Edward et de Carolina devant toute l'assemblée. Carolina poussa un soupir de soulagement. Elle s'attendait à davantage d'opposition, mais tout le monde semblait bien accepter la nouvelle. L'empereur porta un toast, et tous les invités levèrent leurs verres. Edward demanda poliment à sa fiancée de l'accompagner. Elle lui répondit « À notre union éternelle ». Tout le monde se pressa pour adresser quelques mots au nouveau fiancé, mais Gilberte passa avant tout le monde. Il eut une agréable conversation privée avec eux. Même si son état s'était amélioré, il n'était pas encore complètement guéri. Les symptômes étaient seulement contenus temporairement grâce au pouvoir divin du pape. Le pape leur expliqua que son état empirait de jour en jour. S'il quittait le palais de diamants sans sa protection, Gilberte s'effondrerait immédiatement. Pendant un instant, la situation sembla très inquiétante, mais Gilberte préféra mettre ce sujet de côté. Il ne voulait pas gâcher cette journée de célébration. Il les félicita chaleureusement pour leurs fiançailles. Peu après, Raymond rendit visite à sa fille. Edward laissa le père et la fille seuls afin qu'ils puissent prendre le temps de discuter. Son père fit remarquer qu'Edward semblait être un homme très agréable. Comme quoi, les rumeurs ne sont pas toujours dignes de foi. Carolina ajouta qu'il était gentil, attentionné et doux. Elle était fière d'être sa future épouse. Soudain, Owen fit irruption dans la pièce en criant à Carolina de s'éloigner de son père, affirmant que c'était lui qui avait tenté de la tuer. Carolina n'y croyait pas une seule seconde. Tao demanda alors à Owen de s'expliquer. Owen jeta au sol un homme qu'il avait arrêté alors qu'il essayait d'empoisonner la boisson de Carolina. Lors de son interrogatoire, l'homme avait avoué avoir été engagé par le duc Raymond. Cependant, Carolina examina elle-même le suspect, ce qui lui permit de confirmer que son père était innocent. L'homme avait les cheveux noirs et les yeux violets pâles. Il venait d'East Goshen, un pays situé à l'est, au-delà de la mer. L'empire de Malkos venait tout juste d'établir des relations diplomatiques avec cette nation. Comme Célestia était un petit royaume, il ne possédait ni les moyens ni les ressources nécessaires pour entretenir des relations avec East Goshen. Owen tomba à genoux. Il était profondément honteux de s'être laissé berner par un mensonge aussi grossier. Le duc déclara clairement qu'aucun père ne souhaiterait la mort de sa propre fille. Owen éprouva un profond sentiment d'amertume. Quant à Raymond, il ne lui en tint pas rigueur. Il savait que le chevalier n'avait agi que dans l'intérêt de Carolina. Par la suite, Garcia demanda à Carolina si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Existait-il une raison particulière pour laquelle quelqu'un cherchait à la prendre pour cible? Carolina supposa simplement que c'était parce qu'elle était la fiancée d'Edward. Mais Tao répondit que ce n'était pas le cas. Aux yeux du public, elle n'était rien de plus qu'une émissaire du royaume de Célestia. À présent, tout tournait autour de la succession au trône de l'empire de Malkos. Comme le pays comptait 2 princes, Edward avait toujours pensé que son frère aîné, plus intelligent et plus sociable que lui, deviendrait naturellement l'héritier du trône. Malheureusement, sa maladie lui avait volé son avenir. Il souffrait du syndrome d'hypersensibilité au mana, une maladie que l'on contracte généralement durant l'enfance et qui disparaît à l'âge adulte. Cependant, dans le cas de Gilbert, son état n'avait fait qu'empirer. Son corps était incapable de supporter l'immense quantité de mana qui l'habitait, et il souffrait chaque jour de nausées et de vertiges. C'est pourquoi Edward avait été si surpris de le voir aujourd'hui. En temps normal, son frère était incapable de quitter le palais de diamants. C'était le seul endroit où il était en sécurité grâce à une barrière magique spéciale. Comme Gilbert n'apparaissait plus dans les événements de la haute société, de nombreuses personnes avaient commencé à s'inquiéter de son état. Pendant ce temps, le prince Edward s'était illustré sur les champs de bataille. De plus en plus de voix s'élevaient désormais pour réclamer qu'il soit nommé prince héritier. Edward, cependant, n'avait aucun intérêt pour le trône, et Garcia trouvait cela parfaitement logique.
Selon lui, Edward était un véritable bourrin, sans la moindre compréhension de la politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que deux factions s'étaient formées, la faction du premier prince et celle du second prince. Certains membres de la faction du premier prince allaient jusqu'à employer des méthodes extrêmes, comme répandre d'horribles rumeurs au sujet d'Edward. Pourtant, une partie de ces rumeurs reposait sur un fait réel. Edward avait effectivement tué une femme et un enfant. Cet incident s'était produit lors de la défense d'une ville située à l'est. La femme s'était précipitée vers les blessés alors qu'un sort d'explosion avait été implanté dans son corps ainsi que dans celui de l'enfant. Elle était probablement une agente envoyée par un pays ennemi. Edward n'avait eu d'autre choix que de les abattre, et ce souvenir continuait de le hanter. Grâce à son intervention, toutes les autres personnes avaient été sauvées. Cependant, la faction du premier prince avait volontairement déformé les faits dans ses rapports, présentant Edward comme un prince cruel ayant massacré une innocente femme et un enfant. Carolina lui affirma qu'il n'avait rien fait de mal. Edward en resta déconcerté, mais ses paroles parvinrent à apaiser son cœur. Garcia expliqua ensuite la situation d'Owen. Il existait 4 conditions indispensables pour être choisi comme garde du corps chevaleresque. Il fallait être de naissance noble, posséder les compétences requises, appartenir à une famille qui ne soutenait pas la faction du premier prince et croire fermement que rien n'était plus important que l'ordre des chevaliers. Si une personne accordait plus d'importance à autre chose, elle risquait d'être victime de chantage. Garcia, quant à lui, n'accordait aucune valeur à l'argent, au statut social, à sa famille, ni même à sa propre vie. Il était le fils illégitime du baron Klein et d'une servante. L'épouse du baron le battait régulièrement. Elle voulait que son propre fils, Drake, devienne l'héritier de la maison Klein. Owen détestait tous les membres de cette famille. Malgré cela, il était reconnaissant envers son père de l'avoir recueilli, jusqu'au jour où celui-ci rentra chez lui après une longue absence. Owen voulait lui montrer à quel point il avait grandi. Mais tout ce que son père trouva à dire fut « Ah, Owen, l'enfant que j'ai eu avec cette servante. » Owen en resta pétrifié. Son père expliqua qu'il ne l'avait gardé auprès de lui qu'au cas où il arriverait quelque chose à Drake. À présent, il ne voyait plus aucune raison de le laisser en vie. Le baron Klein fit apparaître des flammes dans sa main et déclara qu'il allait tuer Owen de ses propres mains. C'est à cet instant qu'Owen comprit que son propre père ne le considérait que comme un vulgaire roturier. Lorsque son père passa à l'attaque, Owen parvint à dévier le sort avant de s'enfuir en pleurant. L'histoire du passé d'Owen dépassait tout ce que Carolina pouvait imaginer. Après avoir failli être tuée par son propre père, elle était convaincue qu'Owen avait désespérément souhaité être sauvé. Colette remarqua qu'elle était profondément affectée par ce qu'elle avait appris sur Owen. Cependant, Owen n'avait toujours aucune intention de reprendre ses fonctions de chevalier garde du corps. Colette demanda alors à Carolina de déposer dans la chambre d'Owen le mouchoir qu'elle n'avait pas encore terminé de broder. Pour un chevalier, recevoir un présent de la personne qu'il a juré de protéger est un immense honneur. Un mouchoir terminé signifie « Je vous remercie sincèrement pour votre excellent travail ». En revanche, un mouchoir inachevé signifie « Bien que vous soyez encore inexpérimenté, j'ai de grands espoirs pour votre avenir ». Colette estimait qu'Owen n'avait tout simplement plus la force de changer. Vide de toute motivation, il lui manquait la volonté d'avancer. Elle pensait que ce mouchoir pourrait lui permettre de retrouver un but. Carolina décida donc d'aller lui rendre visite dans la salle d'interrogatoire. Owen fut surpris d'apprendre que Garcia lui avait raconté son passé. Carolina lui expliqua qu'elle comprenait ce qu'il avait ressenti. Après avoir été trahi par un être cher, il avait fini par croire que plus rien n'avait d'importance. Owen rejeta aussitôt sa compassion. Selon lui, elle avait eu la chance de grandir dans une famille aimante et ne pouvait donc pas comprendre ce qu'il avait vécu. Mais Carolina lui répondit qu'il se trompait. Sa mère était morte en lui donnant naissance. Sa sœur la détestait et lui répétait sans cesse « Si seulement mère était encore en vie au lieu d'une honte comme toi ». S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait encore besoin d'elle, elle aussi aurait peut-être été incapable d'aller de l'avant, tout comme Owen. Elle aurait sans doute passé sa vie à haïr le monde. Elle lui tendit alors le mouchoir et lui demanda de redevenir son chevalier. Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour son propre bonheur. Et s'il acceptait, elle lui promit de le soutenir jusqu'au bout. Lorsqu'il retrouverait confiance en lui, elle terminerait la broderie du mouchoir. Owen s'agenouilla devant elle.
il lui jura son épée et sa loyauté, promettant de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Pendant ce temps, Laura continuait à perdre son sang-froid en voyant ses pouvoirs sacrés faiblir de jour en jour. Elle ne pouvait plus attribuer ce phénomène à l'absence de sa sœur. Son père ne lui apportait aucune aide non plus. Elle apprit que Carolina était désormais fiancée et heureuse, alors qu'elle avait toujours cru que son fiancé était un véritable brute qui massacrait femmes et enfants sans le moindre remords. Elle réalisa alors que le déclin de ses pouvoirs avait commencé exactement au moment où Carolina avait quitté le pays. Et comme si cela ne suffisait pas, un chef religieux aux intentions malveillantes comptait profiter du chaos qui régnait pour prendre le contrôle du royaume de Celestia et s'emparer de tout. Depuis que les fiançailles entre Carolina et Edward avaient été officiellement annoncées, leur mariage approchait désormais à grands pas. La femme de chambre de Carolina confirma avec elle le programme de la journée. À 10 heures, elle devait retrouver le prince Edward pour discuter de l'organisation du mariage. Ensuite, elle aurait l'essayage et les retouches de sa robe de mariée. Lorsque l'horloge sonna 10 heures, Edward entra dans la pièce et écarta immédiatement les formalités protocolaires. Il lui annonça que leur cérémonie serait relativement simple et traditionnelle. Cependant, son père ne pourrait pas assister au mariage. Carolina s'y attendait, compte tenu de tout ce qui se passait actuellement à Celestia. Au lieu de faire son entrée au bras de son père, les futurs époux avanceraient ensemble jusqu'à l'autel. Cette annonce fit aussitôt rougir Carolina. Mais Edward lui expliqua qu'il n'avait jamais eu l'intention de la laisser marcher seule. Il ne pouvait pas supporter l'idée que sa future épouse avance seule, tandis que lui aurait le privilège de marcher aux côtés de son père. Carolina trouvait sa robe de mariée absolument magnifique. Elle en était presque intimidée au point d'avoir honte de la porter. Cependant, ils ne pouvaient pas perdre de temps. L'impératrice les attendait. Carolina devait immédiatement procéder aux derniers essayages. Très gênée, elle hésitait. L'impératrice lui fit comprendre que cela ne suffirait pas. La taille de Carolina était encore plus fine qu'elle ne l'avait imaginé. Elle donna alors au couturier de nombreuses instructions, afin que la robe mette parfaitement en valeur la silhouette de Carolina. Edward entra à son tour. L'atmosphère restait toujours empreinte de timidité, mais il déclara avec assurance à Carolina qu'elle était magnifique. Le jour du mariage arriva. Marisa demanda à Carolina de se détendre. Cependant, celle-ci était très nerveuse après avoir appris que toute la cérémonie serait retransmise dans l'ensemble de l'Empire. Marisa lui rappela qu'elle avait travaillé sans relâche pour parvenir jusqu'à ce jour, et lui adressa des paroles pleines de confiance afin de lui redonner du courage. Lorsqu'elle retrouva Edward, celui-ci lui dit qu'elle était d'une beauté éblouissante. Il ajouta même que c'était presque dommage de devoir partager cette vision avec les autres. Ensemble, ils pénétrèrent dans la grande salle. Les invités les accueillirent par des applaudissements et des acclamations. Beaucoup affirmaient qu'ils formaient véritablement un couple uni par le destin. Le seul regret de Carolina était l'absence de son père. Mais elle savait qu'il pensait à elle en cet instant. Le reste de la cérémonie se déroula comme le veut la tradition. Dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, s'aimer, s'honorer et se chérir pour toujours. Edward glissa l'alliance au doigt de Carolina. Elle la trouva absolument magnifique. Puis il souleva délicatement son voile et embrassa sa mariée. Son premier baiser avait le goût du bonheur. À partir de ce jour, la nouvelle résidence de Carolina était le palais d'Émeraude, ce qui la laissa complètement émerveillée. À lui seul, le mobilier valait suffisamment d'argent pour acheter un petit royaume. Edward entra dans la pièce afin de lui annoncer que, dans 3 jours, ils partiraient dès le matin pour leur voyage de noces. Carolina trouva que cela arrivait un peu trop vite, mais en réalité, la mère d'Edward le pressait déjà de remplir ses devoirs de jeune époux. Théo avait donc rapidement organisé tout leur emploi du temps. Même si Edward était constamment occupé par ses responsabilités auprès des chevaliers, il aurait été mal vu que de jeunes mariés renoncent à leur lune de miel. Il se rendrait au domaine du comte Kissinger. Grâce à son climat agréable, c'était un endroit idéal pour se reposer. De plus, le comte faisait preuve d'une grande compréhension envers les chevaliers de Pierreborn. Étrangement, cette nouvelle ne semblait pas réjouir Marisa. Ils utiliseraient de la magie de téléportation de Théo pour s'y rendre. Marisa n'aurait jamais imaginé que la demeure de sa famille deviendrait la destination de la lune de miel du prince et de la princesse.
Elle révéla alors que le comte Kissinger était son père. Carolina trouva qu'il était un peu inconvenant d'imposer leur visite au comte avec un délai aussi court. Elle voulut donc remercier Marissa en lui offrant un cadeau qui lui ferait plaisir. Marissa aimait les livres, et plus particulièrement Cendrillon. Carolina souhaitait lui en offrir un exemplaire. Cependant, elle ne comprenait pas pourquoi le regard de Marissa semblait si triste. Marissa lui demanda de ne pas s'en préoccuper. Les sentiments de sa maîtresse lui suffisaient amplement. Malgré cela, Carolina ne parvenait pas à se sentir totalement rassurée. Quelques instants plus tard, un intense rayon de lumière les enveloppa et ils furent téléportés. Le domaine du comte Kissinger était réputé pour être le plus beau manoir de toute la région du Nord-Est. Son paysage au lever du soleil était particulièrement célèbre pour sa beauté exceptionnelle. Malgré ce décor magnifique, les échanges avec Marissa restaient empreints d'une certaine mélancolie. Le comte Kissinger les accueillit chaleureusement dans sa demeure. Il paraissait être un homme doux et bienveillant. Carolina ne comprenait donc pas pourquoi Marissa semblait si peu heureuse de le revoir. En soirée, Edward dut laisser Carolina seule afin d'aller retrouver Théo. Cela convenait parfaitement à Carolina. Elle décida d'aller se promener dans les jardins. C'est là qu'elle demanda à Owen pourquoi Marissa semblait aussi triste. Sans connaître tous les détails, Owen lui expliqua qu'il avait entendu dire que Marissa entretenait de très mauvaises relations avec sa sœur aînée. Leur conversation fut soudain interrompue par les cris d'une femme. Il s'agissait justement de la sœur de Marissa, qui venait d'apprendre que Marissa et Théodore se trouvaient au domaine. Elle exigea de les voir immédiatement. Lorsque Carolina entra dans la pièce, Marielle demanda avec impolitesse qui elle était. Edward répondit aussitôt qu'il s'agissait de son épouse. En apprenant que Théo séjournait au domaine, la sœur avait immédiatement interrompu les vacances qu'elle passait avec leur mère afin de revenir sur le champ. Pour une raison inconnue, elle tenait absolument à voir Théo. Mais Edward n'avait nullement l'intention de la laisser l'approcher. Le comte accourut aussitôt et ordonna à sa fille de retourner immédiatement dans sa chambre. Il lui interdit également d'en sortir. Faisant la moue, elle tourna les talons et s'éloigna. Le comte Kissinger présenta ensuite ses excuses au nom de sa fille et assura à Edward qu'il la renverrait auprès de sa mère dès le lendemain matin. Théo arriva alors et expliqua que Marielle était la deuxième fille aînée de la famille Kissinger. Elle nourrissait une haine à sens unique envers Marissa et avait, d'une manière ou d'une autre, découvert qu'il séjournait au domaine, alors qu'elle était censée être absente. Marielle était également l'ancienne fiancée de Théodore. La raison pour laquelle Théo avait accepté ses fiançailles était très simple. Il voulait permettre aux chevaliers de Pierreborn d'avoir accès à d'abondantes ressources. Certains nobles refusaient en effet de vendre leurs marchandises aux ordres de chevalerie qui comptaient des roturiers parmi leurs membres. C'est ainsi que Théo avait élaboré son plan. Au départ, il avait proposé un contrat permettant d'acheter les marchandises au double de leur valeur. Cependant, le comte souhaitait avant tout voir sa fille se marier. Ils conclurent donc un accord. En échange de fournitures vendues à moitié prix par le domaine des Kissinger, Théo accepterait de se fiancer, à condition que le contrat commercial reste valable de façon permanente. Malheureusement, l'obsession de Marielle envers lui devint rapidement insupportable. Elle se présentait chez lui jour après jour, sans jamais lui laisser le moindre répit. Cela finit par perturber son travail, au point qu'il envisagea sérieusement de la jeter à la mer. À cette époque, il était complètement à bout. Ne supportant plus cette situation, il rompit finalement ses fiançailles avec Marielle et proposa d'épouser Marissa à sa place. Ils sont d'ailleurs officiellement fiancés à l'heure actuelle. Cependant, cette décision ne fit qu'accentuer la cruauté de Marielle envers Marissa et détériora encore davantage leur relation. Pourtant, Marissa ne tenait pas Théodore pour responsable. Sa sœur aînée l'avait toujours détesté. Un jour, elle lui avait même renversé une tasse de thé dessus avant de déclarer avec hypocrisie « Oh, je suis désolée, ma main a glissé ». Ses deux grandes sœurs la méprisaient et la harcelaient dès qu'elles en avaient l'occasion. Lorsque Marielle apprit que Théodore avait rompu leurs fiançailles pour demander Marissa en mariage, elle entra dans une colère noire. Elle gifla sa sœur et la traita de petite traînée.
Marissa supplia alors ses parents de la laisser quitter la maison. Devenir femme de chambre lui permit enfin de mettre de la distance entre elle et sa famille. Elle affirma ne rien regretter. Mais Carolina n'y croyait pas. Elle connaissait trop bien la souffrance provoquée par les mauvais traitements infligés par sa propre famille. Même lorsqu'on essayait de prendre ses distances, les liens du sang continuaient à vous retenir, comme des ronces qui s'accrochent à vous. Carolina ne pouvait s'empêcher de se demander combien Marissa avait dû souffrir. Pendant l'heure du thé, l'un des chevaliers accourut auprès d'Edward. Un monstre avait été aperçu dans la partie ouest de la forêt. Edward et Théo décidèrent immédiatement de se rendre sur les lieux pour enquêter. Peu après leur départ, Marielle surgit soudainement des buissons, provoquant un frisson de peur chez Marissa. L'apparition du monstre n'était en réalité qu'un leurre destiné à éloigner le prince Edward et Théo. Elle était venue pour ordonner à Marissa de rompre ses fiançailles avec Théo. Selon elle, une femme aussi vulgaire qu'elle n'était pas digne de devenir sa fiancée. Carolina remarqua que Marissa tremblait. Cette scène lui rappelait douloureusement ce qu'elle-même avait vécu autrefois. Elle fit alors un pas en avant, repensant à tout le soutien que Marissa lui avait apporté depuis son arrivée à Malcossius. Marielle commença à perdre son assurance, tandis que Carolina lui faisait face. Elle prétendait que Marissa n'était pas digne de Théo. Mais qu'en était-il d'elle-même? Pour satisfaire ses propres caprices, elle avait transmis un faux rapport au chevalier de Pierreborn, provoquant inutilement des ennuis à Edward et à Théo. Carolina avait également entendu dire que le comte avait beaucoup de mal à gérer le comportement quotidien de sa fille. Marissa songea alors que Carolina avait toujours été une jeune femme douce, souriante et bienveillante. Elle avait habituellement du mal à s'affirmer. Pourtant, aujourd'hui, elle prenait sa défense sans la moindre hésitation. Carolina n'avait aucune intention de laisser qui que ce soit insulter sa précieuse femme de chambre. Marielle, amère, marmonna que Carolina n'était qu'une honte venue d'un royaume perdu au fin fond de la campagne. Puis elle cria qu'elle n'était rien de plus qu'une épouse de façade pour le second prince barbare. À ces mots, Marissa gifla violemment sa sœur en plein visage. Folle de rage, Marielle tenta de riposter. Mais elle recula brusquement lorsqu'une boule de feu apparut soudain devant elle. Edward était hors de lui après avoir entendu les insultes adressées à son épouse. Pour aggraver encore davantage la situation de Marielle, Théo lui déclara sans détour que l'idée même de l'épouser lui donnait la nausée. Ce fut un coup terrible porté à son orgueil. Peu après, elle fut emmenée de force. Par la suite, Carolina et Marissa partagèrent un moment empreint de compassion et de compréhension mutuelle. Marissa lui rappela qu'elle lui avait autrefois confié qu'elle aimait beaucoup Cendrillon. Dans ce conte, Cendrillon endurait chaque jour les mauvais traitements de sa belle-mère et de ses demi-sœurs. Mais, à la fin, le prince venait la sauver. Marissa avait toujours rêvé de vivre une histoire semblable. Malheureusement, cela ne s'était jamais produit. Cependant, aujourd'hui, elle avait enfin l'impression d'avoir été délivrée de ses souffrances. Peu de temps après, le comte envoya Marielle dans un couvent. Il souhaitait ainsi éviter que sa fille ne soit poursuivie pour avoir insulté la famille impériale et entravé les activités d'un ordre de chevalerie. Pendant ce temps, Flora fit tomber son vase et ordonna aussitôt à Iris de le nettoyer. La deuxième épreuve des examens des saintes devait avoir lieu le lendemain. Pourtant, elle était incapable de purifier l'eau boueuse contenue dans le vase. Rien ne se déroulait comme prévu. Les maladies continuèrent de se propager. Elle refusait de l'admettre, mais tout confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis le début. Carolina était la véritable sainte. De son côté, Théo expliqua à Carolina qu'elle allait devoir repasser son test d'aptitude magique. Dans cet empire, ce test était effectué une seconde fois à l'âge de 16 ans, et elle devait justement le passer dès le lendemain. En arrivant sur les lieux de l'épreuve, Carolina retrouva le prêtre qui lui avait fait passer le test auparavant. Celui-ci posa un livre sur la table et lui demanda d'y poser la main avant de réciter « Révèle-moi ma véritable valeur ». Si elle possédait une affinité avec les arts arcaniques, le livre le révélerait. En revanche, si elle ne possédait aucune énergie arcanique, les pages resteraient entièrement vierges. Carolina semblait nerveuse, mais Edward lui demanda de ne pas se mettre autant de pression. Selon lui, le fait qu'elle possède ou non des pouvoirs arcaniques n'était qu'un détail.
Lorsque Carolina posa sa main sur le livre et prononça l'incantation, une lumière éblouissante jaillit soudainement de l'ouvrage. Sous le choc, Edward demanda au prêtre ce que cela signifiait. Mais le prêtre lui-même n'avait jamais été témoin d'un phénomène semblable. Lorsqu'ils ouvrirent le livre, Carolina fut stupéfaite de constater que toutes les pages étaient totalement vierges. Edward la réconforta en lui disant que cela n'avait aucune importance si elle ne possédait pas de magie. Théodore l'interrompit aussitôt, affirmant que c'était impossible. Il était persuadé que Carolina devait forcément posséder des pouvoirs arcaniques et demanda que l'épreuve soit recommencée. À cet instant, Melvin Clark White, connu comme le 39e grand pontife, entra dans la salle. Il déclara qu'il allait confirmer personnellement le résultat du test et annonça que Carolina ne possédait effectivement aucun pouvoir arcanique. Cependant, elle détenait un pouvoir très particulier, totalement différent de la magie arcanique. Il s'inclina respectueusement devant elle, déclarant que c'était un immense honneur de rencontrer l'enfant bien-aimé de Dieu. Pendant ce temps, Flora parvint malgré tout à franchir la première étape des épreuves. Mais les véritables difficultés ne faisèrent que commencer. Elle se présenta devant Jonathan Mills, l'unique archevêque de Celestia. En réalité, il s'agissait d'un homme sans scrupules qui ne pensait qu'à remplir ses propres poches et à assurer sa propre survie. On plaça devant Flora un récipient rempli d'eau boueuse et on lui demanda de la purifier afin de la transformer en eau limpide. Habituée depuis sa naissance à réussir tout ce qu'elle entreprenait, elle était convaincue que l'échec n'était pas envisageable. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle fut incapable d'accomplir cette tâche. Au final, son hypothèse se révéla exacte. L'affaiblissement de ses pouvoirs arcaniques, ainsi que les nombreuses catastrophes qui frappaient en Celestia, étaient tous liés à Carolina, la véritable sainte. Melvin expliqua à Carolina qu'elle possédait un pouvoir divin, même si le sien était insignifiant en comparaison du sien. Son pouvoir divin débordait en permanence, telle une cascade ininterrompue. On pouvait même dire qu'elle était incapable de le contenir. Le pouvoir divin produisait 3 effets principaux. Le premier était un pouvoir de guérison, capable de soigner les maladies et les blessures. Le deuxième était un pouvoir de purification, qui rendait les terres stériles fertiles et éliminait toute forme de corruption. En d'autres termes, la prospérité dont Celestia avait bénéficié jusqu'à présent était due au pouvoir divin de Carolina. Il ne faisait aucun doute que son pouvoir pouvait influencer le destin de tout le royaume. Quant au troisième effet de son pouvoir divin, il s'agissait de la capacité à amplifier le pouvoir arcanique des autres. La magie sacrée que Flora croyait posséder depuis toujours, en réalité renforcée par Carolina. Jonathan exigea alors de connaître l'hypothèse à laquelle Flora était parvenue. Il lui proposa même de choisir elle-même la raison officielle de son échec à cette épreuve. Ainsi, elle pourrait préserver son image auprès du public. Comme Flora ne se souciait que de sa réputation, elle accepta de lui révéler ce qu'elle pensait. Pendant ce temps, Melvin en conclut que Carolina utilisait très probablement son pouvoir, sans même en avoir conscience. Les monstres étaient naturellement hostiles au pouvoir divin. De plus, la purification des récoltes et de l'eau pouvait s'effectuer de manière inconsciente. Il expliqua que les capacités de guérison et d'amplification s'activaient sous l'effet des émotions. Des sentiments tels que « je veux sauver quelqu'un » ou « je ne veux pas mourir ». Le pouvoir divin réagissait précisément à ce type d'émotion. Cela expliquait les rapports faisant état de perturbations soudaines des énergies arcaniques durant cette fameuse nuit. Tout cela était dû, depuis le début, au pouvoir de Carolina. Melvin n'aurait jamais imaginé rencontrer un jour une personne dotée d'un pouvoir divin aussi extraordinaire. Avec une telle puissance, il était persuadé qu'elle pourrait même guérir le prince Gilbert. Cependant, Théodore estima qu'il valait mieux ne rien révéler pour l'instant concernant la nature divine de ses pouvoirs. Les détenteurs d'un pouvoir divin étaient non seulement extrêmement rares, mais aussi incroyablement puissants. Il était difficile d'imaginer que les autres royaumes ne s'y intéresseraient pas. Edward décida donc qu'il était préférable d'attendre que les problèmes internes de Celestia soient résolus avant de faire une quelconque annonce. De retour au domaine du comte Kissinger, celui-ci leur présenta un homme provenant de la plus prestigieuse bijouterie de leur territoire,
venu leur présenter ses créations. Le joaillier exposa une sélection de pierres précieuses qu'il jugeait les plus dignes de la famille royale. Le regard de Carolina fut immédiatement attiré par une pierre dont la couleur était identique à celle des yeux de sa sœur. Elle choisit une tanzanite et une tourmaline paraíba, puis demanda au joaillier de ranger le saphir Padparadscha. Alors qu'elle contemplait le ciel étoilé, Edward la rejoignit et s'excusa au cas où il aurait pu la blesser. Il lui demanda si elle détestait sa sœur aînée, car il se souvenait de sa réaction lorsqu'elle avait vu le saphir. Carolina parlait toujours de son père avec affection, mais jamais de sa sœur. Edward ne la croyait pas capable de haïr quelqu'un sans une bonne raison. Il voulait connaître la vérité. Plus encore, il voulait être la personne qui la soutiendrait et la comprendrait mieux que quiconque. Il supplia donc Carolina de tout lui raconter à son sujet. Les mains tremblantes, elle finit par avouer qu'elle n'aimait pas Flora. Elle la détestait. En apparence, Flora se comportait comme une sœur bienveillante. Mais, en réalité, elle se moquait constamment de Carolina dans son dos. Elle la traitait de honte de la famille, de tache sur le prestige de leur maison ducale, plus que n'importe qui d'autre au monde. Carolina détestait profondément sa sœur aînée. Edward la prit alors dans ses bras pour la réconforter. Il lui jura qu'il la protégerait toujours. Il lui demanda de ne plus retenir ses larmes et de laisser enfin éclater toute sa peine. Carolina confia qu'elle aurait aimé le rencontrer bien plus tôt. Edward lui répondit qu'il partageait exactement le même regret. Elle fondit alors en larmes dans ses bras, laissant enfin sortir toute la douleur qu'elle portait en elle. L'empereur et l'impératrice furent ravis d'apprendre que leur chère belle-fille était dotée d'un pouvoir divin. Ils en éprouvèrent une immense fierté. Carolina demanda ensuite s'il existait un moyen de guérir la maladie du prince Gilbert. Elle pensait qu'elle pouvait faire quelque chose pour lui venir en aide. L'idée était excellente. Cependant, Théodore expliqua que soigner le syndrome d'hypersensibilité au mana exigeait une maîtrise extrêmement fine et délicate. Il demanda néanmoins à Carolina si elle était prête à emprunter cette voie difficile. Peu après, elle commença un entraînement afin de s'habituer à contrôler son pouvoir divin. Lorsqu'elle concentra cette énergie dans ses mains, Théodore lui demanda de l'appliquer à une plante en pot. À peine l'eut-elle fait que la plante fleurit instantanément. Mais Carolina tomba soudainement à genoux. Elle se sentait complètement épuisée. Théodore décida donc qu'il valait mieux arrêter l'entraînement pour la journée. Si Gilbert pouvait être guéri, Edward n'aurait plus à se soucier de la lutte pour la succession au trône. Dans cette perspective, Carolina était déterminée à faire de son mieux. Depuis aussi loin qu'il s'en souvienne, Gilbert avait été élevé pour devenir le prochain empereur. Cependant, son syndrome d'hypersensibilité au mana, qui était censé s'atténuer avec l'âge, n'avait fait qu'empirer au fil des années. La noblesse se retrouvait désormais divisée sur la question de savoir qui devait être désigné prince héritier. Son père fut ainsi contraint de prendre une décision particulièrement difficile. Au milieu de toutes ces épreuves, le seul réconfort de Gilbert était de recevoir les lettres d'Edward. C'est ainsi qu'il atteignit l'âge adulte, enfermé dans le seul endroit où il pouvait vivre sans danger, le palais de diamant. Un jour, l'empereur et l'impératrice vinrent lui annoncer une décision importante. L'empereur déclara que le choix du prochain souverain serait fait avant la fin de l'année. Il précisa toutefois qu'il souhaitait lui laisser, à lui aussi, une véritable chance de se battre pour le trône. Mais Gilbert se demanda quelle chance il pouvait avoir, alors qu'aucun remède à sa maladie n'avait encore été trouvé. Vanessa éclata en sanglots, bouleversée par le sort de son fils. Gilbert tenta pourtant de la rassurer, en lui disant que tout irait bien. Pourtant, bien qu'il ait été élevé depuis toujours pour devenir empereur, il se voyait contraint d'abandonner le trône de cette manière. Le lendemain, Carolina fut stupéfaite d'apprendre qu'à partir de ce jour, elle serait chargée de soigner le prince Gilbert. Théodore venait lui-même d'en être informé. Il expliqua que l'empereur Éric avait ordonné que Gilbert reçoive son traitement avant d'être envoyé, grâce à la magie de téléportation, dans le royaume de Sun. Après tout, le meilleur moyen de réintégrer Gilbert dans la haute société était de le faire participer à une grande réception, surtout lorsqu'elle était organisée par un autre royaume. L'issue de la lutte pour la succession dépendait de cette réception.
Théodore expliqua à Carolina qu'elle avait réussi à maîtriser, en très peu de temps, une technique que même le pape avait du mal à acquérir. Elle pouvait être fière d'elle. Et si elle manquait encore de confiance en elle, elle n'avait pas besoin de croire en ses propres capacités. Il lui suffisait d'avoir confiance en Théodore. À leur arrivée au palais de Diamant, Théodore ne put accompagner Carolina plus loin. Il lui confia donc Gilberte, avant de repartir. Carolina fut conduite jusqu'à la chambre du prince et commença à préparer son traitement. Une fois celui-ci terminé, elle lui ferait utiliser un appareil magique afin d'en vérifier l'efficacité. S'il parvenait à manipuler cet appareil sans rencontrer la moindre complication, cela signifierait que le traitement avait réussi. Elle commença d'abord par retrouver son calme et par ressentir le flux de son pouvoir divin. Carolina commença ensuite à canaliser son pouvoir divin. Le grand pontife lui avait expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'insuffler une grande quantité de pouvoir divin. Au contraire, une quantité excessive pouvait même devenir toxique. Gilberte s'approcha d'elle. Carolina prit doucement ses mains afin de commencer le traitement et commença à lui transmettre son pouvoir divin. Contrôler cette énergie s'avéra bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Malgré tout, elle parvint à rester parfaitement concentrée. Une fois le traitement terminé, Carolina perdit connaissance peu de temps après. Pendant ce temps, Gilberte se sentait incroyablement bien. Il n'avait pas ressenti un tel soulagement depuis son enfance. Lorsqu'il utilisa l'appareil magique, il n'en crut pas ses yeux. Celui-ci fonctionnait parfaitement. Une telle chose ne s'était encore jamais produite. Son corps ne réagissait plus du tout à la présence du mana. Même le pape n'avait jamais réussi à soulager ses symptômes à ce point. Remplie d'enthousiasme, Gilberte demanda s'il pouvait désormais appeler Carolina la maîtresse du divin. Après tout, elle était sa sauveuse. Après avoir retrouvé son calme, Gilberte lui confia qu'il avait déjà renoncé à devenir empereur. Pourtant, ce qui venait de se produire lui avait rendu un immense espoir et une joie qu'il croyait perdue. Par la suite, Carolina se demanda si le traitement avait réellement été un tel succès. Théodore lui apprit alors qu'il avait transporté Gilberte en toute sécurité jusqu'au royaume de Sun grâce à la magie de téléportation. Le prince avait pu assister à la réception sans rencontrer le moindre problème. Il se trouvait enfin au point de départ de la résolution du conflit de succession. Et tout cela était uniquement grâce à Carolina. Pendant la réception, le prince Gilberte ne parvenait pas à chasser Carolina de ses pensées, repensant sans cesse à la manière dont elle lui avait sauvé la vie.